Peut-être les rassurer, parce que c'est pas évident là non plus de se dire on va concevoir un enfant alors qu'on est dans une situation de précarité. Est-ce qu'on va être un bon parent? Les enfants de 0 à 3 ans, il faut pas faire d'économie, entre guillemets, sur cet âge-là. Mais par contre, ce qu'on dit aux acteurs avec qui on travaille, à qui on met à disposition les produits, nous, on n'aura pas de chips. Thématique passionnante parce qu'elle touche intimement, 3 fois par jour, chaque personne. Dans cette deuxième saison d'À l'unisson, vous avez pu entendre celles et ceux qui agissent contre la précarité alimentaire au quotidien. Ces associations, soutenues par la Fondation Carrefour, travaillent à leur échelle pour que le fait de bien s'alimenter ne soit plus une variable d'ajustement pour les personnes précaires. Et la tâche est grande puisque un Français sur 6 ne mange pas à sa faim selon une étude du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, paru en 2023. Les femmes, les jeunes et les personnes qui cumulent des difficultés sont les plus touchées. Aujourd'hui, nous allons nous demander ce que ça veut dire de ne pas pouvoir manger suffisamment en France en 2025. Qui est concerné ? Comment répondre à la demande en termes de quantité et de qualité ? Comment faire pour réduire sur le long terme ce type de précarité ? Pour répondre à ces questions, Laurence Champier, ex-directrice générale des banques alimentaires et membre du conseil d'administration de la Fondation Carrefour, Marie Cougoureux, responsable nationale chargée de la lutte contre la précarité alimentaire à la Fondation de l'Armée du Salut, Pascal Decopman, responsable logistique au Resto du Cœur, et Benjamin Mazur, directeur de l'association Appui et de la plateforme Au Bon Transit. Je suis Clara Bayot, bienvenue dans À l'unisson, un podcast de la Fondation Carrefour. Je vais commencer par vous, Laurence Champier. Vous êtes ex-directrice générale des banques alimentaires. Comment est-ce qu'on peut définir la précarité alimentaire ? Qui sont les bénéficiaires que vous aidez et quels sont leurs besoins ? Alors la précarité alimentaire, c'est effectivement une précarité qui ne permet pas aux personnes de se nourrir correctement avec une diversité de produits. Ce qu'on constate depuis des années, c'est une augmentation de cette précarité alimentaire dans la société française. Vous parliez tout à l'heure de Français qui ne peuvent pas se nourrir. On a aujourd'hui 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est dire la tâche immense des associations, notamment de lutte contre l'exclusion, pour apporter un soutien à ces personnes fragilisées. Et puis, on voit surtout, quand les banques alimentaires, il y a 40 ans, ont été fondées, c'était pour répondre à une grande exclusion, à des gens qui étaient à la rue, vraiment très désociabilisés. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. 60% des personnes qui viennent à l'aide alimentaire dans le réseau des banques alimentaires ont un CDI, ont un logement. Et donc, on voit bien que le travail, souvent à temps partiel, ne permet pas de pouvoir boucler ce budget alimentation. Évidemment, beaucoup de jeunes, et ça c'est la crise du Covid qui a malheureusement montré ce pan de la société en grande fragilité. Et beaucoup d'étudiants ont du mal à boucler leur fin de mois et donc à se nourrir correctement. Et puis la dernière chose, c'est une montée, je pense qu'on en parlera après, une forte montée de la précarité infantile avec des centaines de milliers de bébés qui aujourd'hui, de 0 à 3 ans, n'ont pas des conditions favorables de vie, de prise alimentaire. Et donc ça, on connaît aussi les conséquences sur les ados et les jeunes adultes que ça va devenir. Donc c'est une situation qui est assez dramatique parce qu'on accompagne, le réseau des banques alimentaires en tout cas accompagne 2,4 millions de personnes chaque année. C'est 220 millions de repas qui sont redistribués aux associations partenaires, dont l'Armée du Salut. Et c'était 780 000 en 2008. Donc, une forte accélération. Je ne sais pas si en une heure, on arrivera à trouver les solutions, mais en tout cas, on essaye beaucoup de choses, on innove beaucoup de choses pour essayer de trouver des solutions pour ces personnes. Marie Cougoureux, vous êtes responsable nationale chargée de la lutte contre la précarité alimentaire à la Fondation de l'Armée du Salut. Est-ce que vous faites le même constat de cette augmentation des bénéficiaires et comment vous faites pour répondre à cette demande qui augmente constamment, on l'entend ? Alors nous, on fait le même constat. À l'Armée du Salut, c'est dans l'ADN de l'Armée du Salut de faire de l'aide alimentaire. C'est un mouvement protestant au départ, international, et donc mouvement protestant dit que des religieux, depuis le début du XXe, par exemple, pour répondre à des crises comme la crise de 29, ont développé des projets d'aide alimentaire comme les soupes populaires auprès des usines d'ouvriers. La Fondation Armée du Salut, elle s'est structurée autour de l'hébergement. On est un opérateur de l'État sur l'hébergement, qui est notre cœur de métier. Et on peut voir effectivement depuis notamment 2015 et la crise de l'accueil des réfugiés que beaucoup de centres d'hébergement, de fait, se sont mis à sortir des murs des projets, notamment d'aide alimentaire, pour répondre aux besoins des personnes à la rue. Donc c'est vrai qu'on a eu cette première crise, notamment à Paris, mais sur d'autres métropoles, de la crise de l'accueil des réfugiés, donc des campements de personnes exilées, notamment, qui étaient un petit peu partout aux portes de Paris. Et donc des équipes qui d'abord travaillent dans les centres d'hébergement, qui sont venues faire des petits déjeuners, des déjeuners, des dîners, donc un peu des nouveaux métiers
parce que ça venait historiquement des salutistes, mais pour les personnes et travailleurs sociaux qui étaient dans les centres d'hébergement, ça a été un peu nouveau. De cette première crise, on a enchaîné avec la crise Covid, la guerre en Ukraine qui a eu un impact énorme sur l'inflation alimentaire et qui a impacté l'ensemble de la société. Et donc, il y a une multitude de populations très hétérogènes, effectivement, qui viennent aujourd'hui dans l'aide alimentaire. On était plus autour des grands marginaux il y a encore une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on constate effectivement de nouveaux publics, des étudiants. On a aussi la question des personnes isolées, avec les personnes âgées qui ont des petites retraites. Alors, problèmes financiers, mais aussi de l'isolement pour ces personnes. Et il a fallu un moment que nos équipes comprennent un petit peu ce qui se passe. Il y a eu énormément de monde en peu de temps qui sont arrivés sur ces dispositifs et qui ont de nouveaux besoins. Pascal de Kopman, vous êtes responsable logistique au Resto du Cœur et vous êtes au Resto du Cœur depuis plus de 20 ans, donc j'imagine que votre travail a évolué. Comment les Restos du Cœur se sont adaptés au fil des années ? On a un réseau de 2000 centres de distribution dans toute la France, 75 000 bénévoles donc qui chaque semaine ouvrent leur centre pour accueillir les personnes en difficulté. Donc c'est eux qui s'adaptent quotidiennement, et l'adaptation, elle passe aussi par trouver régulièrement des solutions pour approvisionner. Sur la question de l'alimentation, l'approvisionnement, c'est stratégique. Voilà. Ce qu'il faut, c'est avoir des produits à proposer aux personnes accueillies qui viennent pour avoir cette aide. Voilà. Ce qu'on vient de dire, des personnes qui ont des besoins différents. Les besoins d'une famille monoparentale, d'une femme seule avec des enfants, ne vont pas être les mêmes que des personnes, que des étudiants, par exemple. Voilà. Donc, on essaye tous de s'adapter, de trouver des bases d'approvisionnement assez stables, qui puissent durer dans le temps, pour aider les bénévoles qui sont sur le terrain. Et voilà, et ces mêmes bénévoles sont très actifs aussi pour trouver des solutions localement. Voilà. Donc c'est vraiment un effort d'adaptation à tous les niveaux. Quel changement majeur vous avez vu en 20 ans ? Le changement majeur, c'est la question du nombre. Voilà. Il y a 20 ans, au resto, on faisait 30, 40 millions de repas par an. Voilà. On aidait environ 300-400 000 personnes. Là, on a les chiffres, ils ont doublé, triplé. On parlait de la période du Covid, on a été submergés. Aujourd'hui, au resto, on aide plus d'1 million de personnes, 1,3 million, 1,4 million. Cette question du volume, elle pose des questions, parce qu'il faut trouver de l'approvisionnement, il faut trouver aussi des bénévoles, parce qu'on ne fait pas tout ça sans réseau de bénévoles. Il faut des gens qui veulent s'investir là-dedans, parce qu'il faut les accueillir, les personnes. Et puis après, il faut des locaux. Enfin, toutes les associations rencontrent les mêmes difficultés. Il faut des locaux, il faut quotidiennement aller voir les institutions, les mairies, les départements, pour obtenir des locaux, des espaces, des moyens logistiques. C'est tous ces leviers-là sur lesquels il faut agir en permanence, sur lesquels on a dû agir depuis 20 ans, et on continue, quoi. Benjamin Mazure, vous êtes directeur de l'association Appui. Vous avez créé la plateforme Au Bon Transit qui opère en Seine-Saint-Denis. Quel manque vous avez vu sur le terrain de la précarité alimentaire et qu'est-ce que vous avez, vous, mis en place ? Alors le manque, on ne l'a pas diagnostiqué tout seul. Nous, on est un petit opérateur de territoire. La spécificité d'Appui, c'est de travailler sur des besoins et de construction de réponses à l'échelle de là où on est ancré. En l'occurrence, on est à Saint-Denis, on travaille sur Plaine Commune et la Seine-Saint-Denis. Et du coup, le diagnostic du besoin, de la difficulté rencontrée, on le fait avec les collectivités et des réseaux associatifs organisés. Et nous, on arrive là après à essayer de construire une réponse là où ça bloque, là où c'est compliqué pour les uns et pour les autres. Donc le manque, il a été diagnostiqué comment ? C'est que voilà, à Saint-Denis et sur Plaine Commune, d'une manière générale, on sait qu'on est sur les territoires qui ont des pas jolis records de pauvreté. Ils sont surtout les observations qui sont faites sur la précarité alimentaire. On est dans le haut du panier à chaque fois. Donc bien sûr, ça touche les collectivités, mais on voit qu'il y a des citoyens qui s'organisent
Donc la constitution d'associations citoyennes, des fois des collectifs improvisés, des fois des gens qui veulent passer au statut associatif. Et eux, du coup, quand on voit ce niveau d'organisation pour répondre à l'ampleur des besoins qui a déjà été décrit par les collègues, je ne vais pas en rajouter une louche, tout le monde a vu que ça explosait le besoin en soutien alimentaire. Là, il faut pouvoir soutenir ceux qui, en immédiate proximité sur les quartiers populaires, essayent de trouver des solutions comme ils peuvent. Et là, du coup, on a vu que l'autre manque, c'était la logistique. C'est-à-dire qu'il y a des gens bienveillants qui prennent leur voiture, leur vélo, qui viennent avec un sac à dos, qui récupèrent des trucs comme ils peuvent pour redistribuer aux autres. Ils s'épuisent à ça. Ils n'arrivent pas à ramener de la belle denrée, donc il fallait organiser un système logistique. C'est ce qu'on a vu sur le terrain. En tout cas, on avait des gens qui étaient volontaires, mais qui n'avaient pas les solutions pour faire l'approvisionnement. Et après, il y avait cette nécessité, cette volonté locale de dire comment on influence la qualité de l'approvisionnement. Puisque quand vous êtes dépendant de ce que vous récupérez à droite à gauche, à un moment donné, vous récupérez rarement de la qualité. Et du coup, comment on influence l'alimentation des gens si on ne maîtrise rien de cet approvisionnement? Tous ces manques-là, il fallait trouver une solution de proximité. Nous, on est juste un agent d'intermédiation là-dedans. On voit qu'il y a plein d'énergie et on essaye de voir comment on a un petit levier supplémentaire. C'est comme ça que naît Au Bon Transit. C'est que sur un territoire hyper dense, comme Saint-Denis, je rappelle qu'en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas de banque alimentaire, il faut aller sur le territoire d'à côté. Et donc évidemment que tous les acteurs n'arrivent pas à se structurer et y aller. Donc il fallait trouver un truc petit, à peu près agile, qui répond aux besoins des uns et des autres. Pardon. Et donc c'est comme ça que Néo Bon Transit, c'est sur ces besoins diagnostiqués comme ça, sur ce bout de terrain. Et donc qu'est-ce que vous avez mis en place pour répondre à ce besoin? Alors en fait, avec les collectivités et les associations qui se constituaient, donc qui ont eu l'habilitation à gérer des contributions à l'aide alimentaire, on a en fait constitué un petit réseau de comment on réunit les dons. Donc, en fait, il y avait des associations qui avaient des capacités à avoir des dons. Mais quand vous récupérez 10 palettes et que vous êtes une petite asso, qu'est-ce qu'on fait des 9 palettes qu'on n'a pas gérées? Soit tout seul, on va faire n'importe quoi. Enfin, on va en prendre un peu, on va en laisser dehors. Donc, il fallait avoir une capacité à mutualiser le don que les uns les autres récupéraient, mais qu'ils n'étaient pas en maîtrise complètement de la redistribution. Donc, il fallait un espace logistique, des moyens logistiques. On a été, nous, dans cette logique de mutualisation de l'approvisionnement. On a été soutenu par d'autres donateurs, et notamment on a un dépôt Carrefour. Et après, notre dynamique, mais je crois qu'on en reparle après, c'est de travailler direct producteur parce que les producteurs ont des excédents. Pour nous, ça doit être le levier principal. Si on veut travailler sur la qualité alimentaire, sur des logiques de transition écologique, il faut pouvoir être direct producteur au max. Et donc, on a essayé de mettre en place des petits systèmes. Alors vous allez me dire, en milieu urbain, vous faites comment? Les producteurs, ils sont un peu loin de Saint-Denis. On travaille avec les tout petits qui se sont mis en agriculture urbaine, qui ont des fois Même en agriculture urbaine, on peut avoir des difficultés à écouler les tomates l'été. Donc, vas-y, il n'y a que 2 cagettes, on les prend. Et puis après, travailler avec des réseaux plus loin, on bosse aussi avec Réseau Cocaine, qui parfois ont des produits hors calibre, des choses... c'était pas prévu que ça arrive dans cette forme-là. Nous, on prend. Voilà. Et donc, on constitue progressivement le réseau comme ça. En préparant cette table ronde, vous nous avez toutes et tous dit que le Covid avait changé la donne par rapport donc au profil des bénéficiaires, leur nombre, par rapport aussi à la manière d'apporter une aide alimentaire et aussi par rapport à la prise de conscience des pouvoirs publics. Est-ce que vous pouvez me dire précisément ce qui a changé dans chacune de vos associations, Laurent Champier? Nous, ça a été déjà l'organisation. Des banques alimentaires, puisque 60% de nos bénévoles ont plus de 65 ans. Donc, ils étaient pile poil dans l'âge sensible lié à cette maladie. Donc, ça a été de se réorganiser. En fait, ce qui a été absolument extraordinaire quand même, c'est que la majorité de nos bénévoles sont restés en disant « Mais nous... ok, on fait partie de cette catégorie sensible, mais il y a des gens à nourrir, il y a des gens à accompagner, donc... certes, on n'a pas de gants, on n'a pas de gel hydroalcoolique, on n'a pas de masque, mais on va rester. Donc ça, c'est parce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment cet engagement bénévole et des équipes que moi, j'ai ressenti très fortement à ce moment-là. Et puis après, selon les territoires, on a commencé à sortir un peu aussi de notre champ d'action classique. On a fait de la distribution directe beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de petites associations qui, elles, ont été obligées de fermer. On a eu des demandes de collectivités pour... faire de la distribution dans des endroits où il n'y en avait plus du tout. Et là, la notion d'isolement pendant le Covid, elle a été encore évidemment plus forte. Et puis, ça nous a conduit après, mais c'est un peu plus large que le débat aujourd'hui, mais à modifier notre projet associatif. Et effectivement, on est une association historiquement basée sur le don. Et le Covid nous a fait nous ouvrir aux achats.
et donc la recherche de nouveaux financements, à la distribution directe en collaboration avec des partenaires locaux quand c'est nécessaire et là où il n'y a pas déjà de proposition, parce que ça ne sert à rien d'empiler des associations qui font la même chose sur un petit territoire. Et puis, c'est de créer aussi du lien intergénérationnel bien plus qu'on le faisait avant, et donc de favoriser aussi l'engagement des plus jeunes. On a ouvert nos portes pendant le Covid aux gens qui étaient en chômage partiel, aux étudiants, et ce qui est assez génial aujourd'hui, 5 ans après, c'est de voir que la plupart de ces bénévoles sont restés. On les appelait les bénévoles Covid, ce qui n'était pas très joli au départ, mais en tout cas, voilà, on a aussi su nous adapter à ces nouveaux engagements et accueillir plus de jeunes. Marie Cougoureux, qu'est-ce que le Covid a changé à la Fondation de l'Armée du Salut ? Il y a eu une frénésie de la mutualisation, des coups de fil, de qui est là, qui peut venir, qui n'est pas là. Et c'était assez beau à voir, cette solidarité qui a dépassé les institutions. La question du bénévolat, du salariat, la question de la petite asso, de la grande asso. Je me souviens des restaurants, des restaurants qui devaient par exemple fermer pendant 2 mois peut-être. Et donc il y avait énormément de nourriture à collecter. Et donc qui avait une voiture, qui était présent, qui restait sur Paris. Donc une solidarité, une espèce de coordination un peu organique qui s'est faite avec les personnes qui restaient. Et il fallait aller très vite dans la proposition qu'on pouvait faire aux personnes. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, on est quand même plein d'acteurs à faire de la distribution alimentaire et donc les personnes viennent vers nous, même si on est dans la rue. Il y a les maraudes, évidemment, qui sont en allée vers, mais sur des personnes plutôt individuelles. Et là, il y avait la loi de ne pas bouger, de ne plus circuler. Donc il y a eu toute une logistique aussi à repenser pour pouvoir avoir accès à des personnes qui étaient déjà très fragiles, qui se retrouvaient dans une insécurité alimentaire très très forte. Nous, on a travaillé avec tous ceux qui pouvaient. On s'est retrouvés à faire des chaînes de solidarité avec telle organisation qui distribuait. Nous, on prenait le camion de l'autre organisation et on partait dans l'autre campement pour faire de l'hygiène, du médical, du sanitaire. C'était un système d'urgence qui s'est imposé à nous et qui a plutôt bien fonctionné. Et je trouve que quand les institutions politiques ont pu aussi reprendre un peu les choses en main, ils se sont rendus compte que en 3-4 semaines, la solidarité non organisée, mais du coup très bien organisée, avait bien fonctionné. Les citoyens, la première solidarité, c'est entre voisins, c'est entre quartiers. Et donc, c'était intéressant, cette période. Après, ce qu'il en est resté pour nous, ça a été un déploiement énorme sur l'aide alimentaire, qui n'était pas forcément, encore une fois, notre cœur de métier, donc encore plus gros, avec du côté positif, des projets assez nouveaux. Notamment, par exemple, il y avait aussi la crise des agriculteurs. Une forte précarité parce que les agriculteurs ne pouvaient plus vendre tous leurs aliments, notamment avec l'arrêt de l'hôtellerie, du tourisme. Et donc, donc la région Île-de-France a débloqué des enveloppes pour acheter directement auprès des agriculteurs. Qui avait besoin de denrées, c'était les associations. Et donc, nous, on s'est mis à acheter directement auprès des producteurs des denrées pour plein d'associations, petits, collectifs, grands. Et c'était un nouveau métier. Autre proposition, ça a été de faire du transfert monétaire, la question des cuisines partagées qui ont émergé à cette époque-là parce qu'il a fallu faire remonter toutes les personnes à la rue dans les hôtels sociaux. Mais ces hôtels sociaux 115 ont été saturés, les personnes ne sont pas forcément redescendues et il n'y avait pas de cuisine. Donc les associations se sont mis à construire des cuisines. Donc plein de nouveaux projets qui ont émergé et qui ont permis, et je pense qu'on va en parler par la suite, de repenser en fait la question de l'aide alimentaire et plus largement d'arriver à cette notion d'accès à l'alimentation qui est beaucoup plus large aujourd'hui et beaucoup plus intéressante en fait. C'est aussi une prise de conscience qui a eu lieu, je pense par exemple, encore une fois, sur la question de l'alimentation, alors que pendant longtemps, l'aide alimentaire, on se dit, certains se demandent encore comment ça se fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de cette aide. Et bien, pendant cette période-là, oui, ça sautait aux yeux. On s'est dit, oui, il y a vraiment un gros besoin encore et beaucoup de gens qui ont ce besoin-là, et encore plus à cette période. La question aussi de l'approvisionnement aussi. C'est une période où l'inquiétude faisait qu'il y avait des gens qui stockaient et du coup des produits qui disparaissaient. On se disait, il n'y a plus de pâtes, des produits basiques qu'on n'arrivait plus à trouver. Et alors que d'habitude, on ne se pose pas de questions. Tout d'un coup, on se dit, ah oui, c'est quand même important d'avoir des pâtes, de l'huile, d'avoir accès à ces produits essentiels. Et forcément, ça nous a impacté
Parce que les réseaux associatifs, bah oui, ces denrées sont vraiment importantes, quoi. Et il faut qu'on arrive à s'approvisionner là-dedans pour aider les gens, quoi. Donc, pour moi, voilà, ça a mis en valeur des éléments importants de la société, de façon de vivre, voilà. Et forcément, ça nous a impacté, nous, associations. Et il a fallu, là aussi, être très agile, réagir. Par exemple, la question des étudiants, elle nous a aussi sauté aux yeux, quoi. C'est des étudiants complètement isolés, les parents sont pas là, ils peuvent plus sortir. Enfin, c'est horrible quand on y pense, quoi. C'est aussi l'émergence, bon, on a parlé des étudiants, mais c'est de la prise de conscience d'une certaine partie de la population qui était en limite de précarité. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé assez frappant, c'est de voir des familles, par exemple, qui finalement n'avaient pas recours à l'aide alimentaire, arrivaient à s'en sortir peu ou prou, et puis le chômage partiel est arrivé, plus de cantines, et donc le poids de l'alimentation dans le budget qui a fortement augmenté. Et donc on a vu arriver aussi ces familles qui n'étaient pas forcément dans nos scopes, n'allaient pas voir les services sociaux et ne pensaient pas être peut-être identifiées comme personnes ou comme famille ayant recours à l'aide alimentaire, et qu'on a dû aider. Et donc il y a eu aussi tout cet accompagnement, parce qu'on parle beaucoup de distribution, mais aujourd'hui, la loi nous y oblige, mais c'est une réalité, c'est que l'aide alimentaire, c'est pas de la distribution, l'aide alimentaire, c'est de la distribution et un accompagnement social. Et ça a été particulièrement compliqué parce qu'on avait un afflux de nouvelles personnes, mais en même temps, pour les accompagner et pour qu'elles ne restent pas dans cette situation de fragilité, on était tous très, très contraints. Donc ça, c'est aussi, je trouve que c'est quelque chose dont il faut qu'on arrive à faire aujourd'hui, en tout cas en tirer des conséquences et à mener des actions pour peut-être dans des crises futures, parce qu'on voit bien qu'elles se multiplient quand même depuis la crise du Covid. On n'a pas une année où on n'a pas de crise. Peut-être être mieux préparé. Vous, Benjamin Mazure, Au Bon Transit est né après le Covid en 2022, c'est ça ? Tout à fait. En fait, c'est né de la suite des Covid, enfin des différentes vagues de confinement. Et comme l'a bien expliqué Marie, c'est vraiment né d'organisations citoyennes qui, pendant le Covid, ben voilà, les gens se sont débrouillés par eux-mêmes pour constituer des réseaux de solidarité sur les quartiers populaires de Saint-Denis. Et là, ça dépassait, y compris en étant en période des municipales, ça dépassait t'es dans quel camp, etc. Il y a eu des logiques d'entraide. À Saint-Denis, il y avait à peu près 16 collectifs qui étaient organisés. Et il y a une assoce qui était une assoce de parents d'élèves qui s'appelle Dessine-moi Playel, qui existe toujours, qui a récupéré un gymnase et qui a fait la mutualisation des approvisionnements pour tout le monde parce qu'ils avaient chopé le camion frigo, ils avaient eu des frigos, enfin ils avaient tout structuré en disant nous on veut bien tenter de structurer pour tout le monde. En fait, c'est eux qui ont pensé au Bon Transit. Nous, on arrivait derrière parce que c'était une assoce de parents d'élèves qui a dit nous on a fait ça pendant le Covid, mais c'est pas pour que ça dure. Et le diagnostic qui a été fait, c'est que là, un bon nombre des collectifs qui s'étaient montés, plus l'appui de la collectivité qui dit on doit être résilient, on doit pouvoir résister aux prochaines crises, il nous faut quelque chose de solide sur ce territoire. On ne peut pas se dire Covid fini, tout le monde rentre chez soi, il n'y a plus de problème. Il fallait avoir des solutions pour la suite, et parce qu'en fait, il y avait encore une grande présence de précarité. Donc, au Bon Transit, nous, on le structure parce qu'il y a l'expérience citoyenne qui dit on peut le faire, mais ce serait pas mal que ça ne se fasse pas qu'en mode crise. Et il y a des pouvoirs publics qui disent nous, sur notre territoire, il nous faut des solutions de proximité qui, en plus, sont un maillage d'acteurs déjà engagés. C'est pas nous on arrive, on propose pas une solution, il faut que tout le monde adhère. C'est parce qu'il y a cette demande et que les gens se sont mis en organisation que Au Bon Transit peut naître. Et là, pour répondre à ce qui a été dit notamment par Pascal, c'est que c'est bien d'avoir la bonne volonté, mais quand on gère l'alimentation, il faut maîtriser l'hygiène et la sécurité alimentaire. Il faut éviter que les produits dépérissent, parce que l'idée, c'est de se dire, comme des fois, c'est des produits un peu limites en DLC ou qui s'abîment vite pour les fruits et légumes, il faut pouvoir les stocker, que ça reparte, organiser le système. Et vous ne pouvez pas demander ça à des collectifs citoyens qui se sont montés comme ils ont pu. Eux, ils ont le contact, ils ont le lien avec la population, ils peuvent faire peut-être de manière moins précise, mais ils peuvent faire les dimensions de l'accompagnement dont parlait Laurence, voilà, d'être dans le soutien de proximité. Mais par contre, on ne peut pas leur confier la logistique, la maîtrise de toute la sécurité sanitaire, qui en plus, c'est une responsabilité. Même si on ne fait pas de transformation, on s'engage à ce que les gens ne tombent pas malades derrière. Et donc voilà comment se constitue Au Bon Transit, c'est vraiment parce qu'il y a eu cette réponse auto-organisée citoyenne qui dit « Ok, à la prochaine, on est prêt. Enfin, il nous faut quelque chose, quoi. » Laurent Champier, vous avez évoqué au début le sujet de la précarité infantile. Est-ce que c'est quelque chose de récent et comment est-ce qu'on peut faire pour y répondre ?
Alors non, c'est pas récent, hein, on le sait, à peu près 50% des personnes qui viennent à l'aide alimentaire sont des parents isolés, avec des enfants de 0 à 3 ans. Donc, soit des papas, soit des mamans, avec des revenus évidemment. Et je parlais tout à l'heure des gens qui ont un CDI. Souvent, c'est des mamans qui ont 2 CDI à temps partiel. Donc, elles jonglent avec des horaires, avec des difficultés de garde et donc avec effectivement un ou plusieurs enfants à charge. Donc ça existait, mais là aussi, je pense que le Covid a accéléré un peu le processus. Donc on a déjà essayé de trouver des approvisionnements qui collaient aux besoins de ces bébés ou de ces enfants, notamment en nous tournant vers des donateurs ou des mécènes qui pouvaient nous apporter des produits ou du financement pour aller acheter des produits qui coûtent cher, parce que des couches, ça coûte extrêmement cher pour une famille. Hein. Quand on a des enfants, on sait que voilà, c'est un budget non négligeable. Pour trouver aussi des produits alimentaires ou du lait infantile qui colle aussi aux besoins. C'est très difficile pour une maman qui est en situation de précarité, par exemple, d'aller dans une asso et on va lui proposer un lait qui n'a pas été proposé par la PMI. Et en fait, elle est déjà en situation de fragilité, elle a confiance dans le soignant qui l'a reçu à la PMI, qui lui a dit « bah non, pour votre bébé, il vaudrait mieux tel ou tel lait » quand elle peut allaiter ou que l'enfant est un peu plus grand. Et puis à l'asso, on lui propose un lait qui n'est pas de la même marque. Donc on avait même des difficultés, nous, à écouler les produits qu'on nous donnait. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les personnes accompagnées pour savoir quels sont leurs besoins, quel type de produits elles veulent, quasiment jusqu'à la marque et au conditionnement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a vraiment porté auprès de l'État et du ministère des Solidarités la création d'un plan et d'un programme de subvention dédié pour les 0-3 ans. Et donc l'année dernière, on a pu bénéficier d'1 million d'euros pour acheter des produits pour nos associations partenaires. Et on a acheté des couches et des produits alimentaires. Et puis après, c'est des actions d'accompagnement pour les parents autour de la parentalité, la diversification alimentaire, l'allaitement. Et donc on travaille avec les bénévoles des associations partenaires pour pouvoir engager ce discours et cet accompagnement social auprès de ses parents. Et puis, il y a l'amont. On voit aussi beaucoup de jeunes couples venir dans les associations et se poser la question de la parentalité. Eh bien, on a monté des ateliers pour de leur donner des clés et peut-être les rassurer, parce que c'est pas évident là non plus de se dire on va concevoir un enfant alors qu'on est dans une situation de précarité, est-ce qu'on va être un bon parent ? Enfin, vraiment, c'est de prendre les sujets dans leur globalité et de passer par l'accompagnement et d'utiliser finalement l'alimentation comme un levier d'inclusion sociale. C'est vraiment, je pense que tous les acteurs aujourd'hui de l'aide alimentaire, c'est pour ça que l'accès à l'alimentation est peut-être plus une notion plus juste, c'est d'utiliser ce moment où on va distribuer le colis, où les gens vont venir dans une épicerie sociale, pour leurs enfants ou pour eux, comme un levier d'inclusion et la création d'un lien qui va pouvoir les accompagner dans cette situation de fragilité. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'âge 0-3 ans. S'il y a une priorité à définir, c'est les enfants de 0 à 3 ans. Il ne faut pas faire d'économie, entre guillemets, sur cet âge-là. Pour les enfants et les mamans, elles ont besoin d'une marque de lait. Même si on a des dons sur une autre marque, ça ne va pas aller. Voilà. Et on est obligé de sécuriser ça. Il faut mettre les moyens, si on veut aider les enfants, et c'est surtout aussi les familles monoparentales, parce que c'est une période clé de la vie, et donc c'est des choix qu'il faut qu'on fasse dans nos associations. Et voilà, au Resto du Cœur, on s'est dit, oui, il faut que ça soit une de nos priorités. La question des moyens, elle est terrible face aux 0-3 ans. Sur les dispositifs d'aide alimentaire, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a énormément de femmes à la rue et de femmes avec des enfants. Donc, pour bien comprendre, les 0-3 ans n'allant pas à l'école, ils sont avec leur maman, principalement, par exemple dans les hôtels 115. Et on a deux conséquences directes à ça. C'est la panique d'une maman qui est 24 heures sur 24 dans une chambre avec un tout petit, et l'épuisement psychique, évidemment la culpabilité. On parle parfois de parcours migratoire où les enfants sont nés en France, ont peut-être été conçus pendant le parcours migratoire. Enfin, on est sur des cas ultra violents de vie. Pour l'enfant, 0, 3 ans, 3 mois, 6 mois, il n'a pas forcément accès aux denrées. Là, vous l'avez bien expliqué, parce que c'est très compliqué, ça coûte cher, etc. Et en face, j'ai des équipes parfois de services civiques et de bénévoles
et une coordinatrice qui est une jeune, parce qu'on n'a pas les salaires qu'il faut pour avoir des professionnels de 25 ans de carrière, avec les psychologues, il faudrait du pluridisciplinaire. Et là, effectivement, on a une cuisine, des bénévoles, des jeunes en service civique, un coordinateur ou une coordinatrice, et on est un peu hors cadre, hein, parce qu'à 0-3 ans, s'il n'y a pas une puéricultrice, et là, on va chercher quelqu'un. Enfin, voilà, c'est toujours du bricolage, et de plus en plus, face à des situations de plus en plus tragiques, dans lesquelles, ouais, je ne peux pas dire autre chose, on est démunis. On est dans une impasse. Après, on est aussi avec des équipes et des citoyens qui se relèvent les manches, et on essaie de trouver des solutions jour après jour. Alors on l'entend bien dans vos discours à chacun. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans l'image de la distribution de boîtes de conserve, hein, vous l'avez dit, Laurent Champier. On s'intéresse aussi à la qualité de ce qu'on distribue, comment on le distribue. Depuis quand il y a cette prise de conscience qu'il faut proposer une alimentation variée, de qualité? Ouais, je crois qu'on l'a depuis toujours. Hein, il y a pas de... On ne s'est pas réveillé un matin en se disant ça serait bien quand même que les gens en situation de précarité mangent bien et diversifiés. Nous, on l'a depuis toujours, et notamment en s'appuyant sur les recommandations nutritionnelles du programme national Nutrition Santé, qui est à la fois dans la recherche de nos approvisionnements et dans la distribution que l'on fait aux associations, un peu le maître mot. Ce qui n'est pas facile parce que, comme on le disait tout à l'heure, quand on a une majorité de dons, on ne choisit pas ce qu'on nous donne. Et donc, il faut jongler avec ces paramètres-là. Mais il y a vraiment, côté banque alimentaire, et de ce que j'en ai vu pendant 16 ans, toujours cette volonté de pouvoir apporter une diversité, une variété, pas non plus de discrimination, de stigmatisation des personnes. Parce qu'en fait, quand vous arrivez... avec ce discours, et je l'entends beaucoup sur le bien manger, le manger équilibré, ou toutes ces injonctions qu'on peut avoir, hein, notamment les 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est une réalité quand on a accès à un caddie ou dans un supermarché ou chez un producteur ou au marché avec des moyens financiers suffisants. Et donc, comment on s'est adapté? C'est en allant voir des producteurs locaux et justement en mettant des filières de dons directs des producteurs vers les banques alimentaires locales et de monter des écosystèmes locaux de manière à avoir suffisamment de fruits et légumes. Et ça porte ses fruits, sans mauvais jeu de mots. C'est qu'entre 2017 et 2024, on est passé de 18% de fruits et légumes distribués à près de 27%. Sachant que les recommandations, c'est à peu près 33% de consommation journalière. Donc voilà, donc il y a eu des efforts qui ont été faits pour aller chercher des produits, pour identifier des producteurs ou des coopératives. On a essayé aussi d'écouter les enjeux de société. On voit bien que les gens consomment moins de viande. Aujourd'hui, avoir une aide alimentaire qui est la même pour tout le monde, ça n'a pas de sens, puisqu'on a des gens qui sont chez eux, on a des gens qui sont en hôtels sociaux, on a des gens qui sont dans la rue. Et donc, notre job aussi, dans cet environnement très complexe, d'apporter une aide alimentaire de qualité, diversifiée, c'est aussi de nous adapter aux personnes qu'on accompagne. Et là, l'équation, elle devient un peu plus compliquée. Donc, c'est aussi d'imaginer avec des acteurs comme Au Bon Transit, avec des restos parfois sur le territoire, de mutualiser aussi. Quand on a trop d'un producteur, la banque alimentaire locale, elle va appeler les restos, elle va appeler le secours populaire en disant « Est-ce que tu veux des fruits et des légumes ?» ou on achète du lait en commun. Enfin voilà, on essaye de trouver des moyens pour, encore une fois, apporter une aide alimentaire de qualité. Et puis, on a des enjeux de santé publique qui sont très forts. On parle des 0-3 ans. Un enfant qui, dans les 1000 premiers jours de sa vie, ne se nourrit pas correctement, ça a une grande chance, malheureusement, de finir un enfant en surpoids, puis un obèse adulte. Nous, on accueille 16% de personnes qui sont diabétiques au sein du réseau des banques alimentaires. C'est 6% dans la population générale. Évidemment qu'il faut qu'on adapte l'alimentation qu'on va leur distribuer. Parce que quand on est diabétique, on ne se nourrit pas de la même manière. Donc, cette prise de conscience, je dirais, elle a toujours existé. Après, c'est d'avoir les moyens de le faire et d'avoir un soutien de l'État. C'est l'État qui a fait le choix, à un moment donné, de confier l'aide alimentaire aux associations. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans un effet de ciseau entre des moyens qui se raréfient, une augmentation du nombre des personnes, et nous, une envie toujours plus grande, côté associatif, d'apporter une aide alimentaire qui soit de la meilleure qualité possible, sans injonction, qui ait un peu de plaisir aussi, hein, parce que moi, quand on me parle d'équilibre alimentaire, c'est pas de manger que des produits Nutri-Score A.
Voilà. C'est d'expliquer en quoi ça peut être intéressant de manger un peu de A, un peu de B, un peu de C. Voilà, donc ça passe aussi par l'accompagnement social. C'est très complexe en plus la notion, je trouve, d'équilibre alimentaire, parce que chacun on a notre vision de ce qu'est l'équilibre en fonction de notre histoire, de notre culture, de notre éducation. Mais voilà, donc pour moi, les recommandations nutritionnelles qui sont portées par notamment la Direction générale de la santé, c'est un bon moyen c'est pas la solution, mais c'est une des solutions pour s'assurer que ce qu'on va distribuer, peu ou prou, rentre dans les cases de ces recommandations, de cette assiette idéale pour les personnes. Benjamin Mazure, justement, comment est-ce qu'on fait pour combiner anti-gaspi, qualité des produits, variété des denrées, fourniture de produits frais? Est-ce que c'est un casse-tête pour vous chez Au Bon Transit? C'est un casse-tête pour l'équipe qui met ça en œuvre. Donc, un petit hommage à Manon, Gorgui et David. Ils sont 3 à faire vivre cette affaire-là. Et en même temps, c'est pas un casse-tête parce qu'on a en fait petit à petit constitué le système d'approvisionnement et on continue à être à l'écoute de comment on peut le diversifier. D'abord, ce que je veux dire, c'est que je partage complètement ce que dit Laurence sur on ne peut pas faire l'injonction du bien manger. Par contre, on peut le rendre accessible. En fait, notre démarche à nous, c'est de dire on est convaincu qu'il faut une alimentation avec davantage de fruits et légumes. Et en fait, ce qu'on dit là, c'est une banalité. C'est-à-dire que les gens en précarité mangent des fruits et légumes. Ils savent ce que c'est que bien manger. Il y a pas de, c'est pas, ils n'ont pas décidé de manger des chips toute leur vie. C'est inné. Non, c'est pas ça. Et du coup, l'injonction, c'est le pire truc qu'on puisse faire. Donc nous, en fait, la démarche qu'on a dit, c'est il faut qu'on mette à disposition les produits et les gens choisiront. Mais par contre, ce qu'on dit aux acteurs avec qui on travaille, à qui on met à disposition les produits, nous, on n'aura pas de chips. Nous, on a peu de mètres carrés, on va mettre le paquet sur les relations pour approvisionner fruits, légumes et fromages éventuellement. Donc le reste, quand on nous propose des palettes de iced tea, on ne les prend pas. Mais je ne dis pas que le iced tea ne doit pas être bu, je dis nous, on ne va pas mettre notre énergie là-dedans. On est trop peu et on a décidé que quand on venait en complément de l'approvisionnement des assos, c'est nous, on est les fruits, légumes et fromages. La concentration des partenariats et des démarches, elle se fait là-dessus. Avec, comme je le disais en début d'entretien, c'est évidemment, il nous faut des gros partenariats. Alors, j'aime bien prendre celui de Réseau Cocagne qui un jour nous dit les amis, on a 18 tonnes à valoriser de pommes de terre. En fait, ça n'a pas fonctionné dans le circuit prévu. Ok, on voit si on peut t'en acheter 9. On est petit. Waouh! Donc, ça peut être le gros truc en disant tu bosses avec Réseau Cocagne, c'est bio, c'est dans le Nord, c'est pas loin. Et puis à côté, une petite productrice dans l'Oise qui dit ok, je viens de m'installer en bio. Waouh, c'est pas si facile, machin. Des fois, j'ai mes clients habituels et des fois, j'en ai trop. Je dis, tu nous appelles et tu livres et nous, on va trouver les ressources pour. Donc, on a ce truc de constituer le réseau des producteurs en se disant, nous, on s'est toujours réservé un budget. On garde forcément de l'argent pour acheter au prix où ils nous vendent. On négocie jamais. On ne dit pas, oh là là, tu peux nous faire ça, tu sais, nous, on est l'aide alimentaire. Si on commence à flinguer la filière comme ça, on ne va pas s'en sortir. Nous, à notre échelle, on est tout petit. Donc, il faut qu'on fasse cet effort-là. Comme on n'a pas des millions de tonnes à gérer, on fait à notre échelle. On dit, écoute, entre tel producteur, on va essayer de répartir intelligemment l'enveloppe qu'on a. Donc, on claque que en direct producteur bio. Notre argent, il va que là. Plus la logistique, bien sûr. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des relations avec des donateurs qui sont sur les produits qu'on souhaite. Donc, quand on travaille avec un entrepôt Carrefour, l'entrepôt qui a été choisi, c'est celui qui approvisionne en fruits et légumes. Donc, on récupère que ça. Voilà. Et donc, c'est cette multiplication entre le don, les relations avec des producteurs de toutes sortes qui fait qu'on le constitue avec des moments où c'est beaucoup moins fun que d'autres. On sait qu'il y a la saisonnalité des produits et je dirais que c'est plus ou moins fun, c'est pas parce que c'est l'hiver que tout d'un coup on va dire on a que les patates et les carottes, c'est quand vous avez la saison des fraises qui arrive et qu'on va vous livrer 10 palettes de fraises, si elles sont pas valorisées le lendemain, c'est fini, c'est de la flotte. C'est pas fun non plus. Pourtant, il y a plus de produits. Marie Cougoureux, vous, à l'Armée du Salut, vous essayez de structurer l'aide alimentaire en prenant un maximum en compte les besoins du bénéficiaire, c'est-à-dire à vous intéresser à ce que vous donnez, à qui vous le donnez, comment vous le donnez. Comment est-ce que ça se passe ? Déjà, un des grands enjeux, c'était de savoir c'est qui chacun. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de monde d'un coup dans l'aide alimentaire et qu'on s'est rendu compte que les équipes, quand on leur disait, quand on leur demandait mais vous faites quoi, ils pouvaient nous répondre on distribue tant de repas, tant de personnes, quoique personne ou passage. Parfois ça allait très très vite. Donc on a un peu stoppé ça. On s'est dit maintenant il va falloir qu'on comprenne mieux qui sont les personnes qui viennent dans ces différents dispositifs, soit pour répondre mieux à leurs besoins, soit pour les réorienter vers les bons dispositifs. Et effectivement, on a dû amener une ingénierie
dans l'aide alimentaire, que nous, on faisait peut-être pas forcément, on était peut-être dans une dimension trop redistributive. Et donc, on s'est mis à faire des questionnaires, beaucoup plus, à envoyer des travailleurs sociaux pour aider des équipes. L'aide alimentaire, chez nous, était portée beaucoup par les bénévoles. Donc, aider les équipes à former ces questionnaires, à se mettre en lien avec les personnes et à comprendre, qui êtes-vous, depuis quand vous venez à l'aide alimentaire. Peut-être des questions aussi, on est très inconditionnel. Donc, nous, parfois, on ouvre les portes, les personnes viennent. Et on s'est bien rendu compte, il y a 25 ans, on avait la soupe de nuit, qui est la soupe populaire depuis les années 30. Avant le Covid, elle se passait à République, place de la République, dans le centre de Paris. On ouvrait les portes de manière inconditionnelle, on avait des gros espaces, donc il n'y avait pas de question trop de files d'attente. En tous les cas, c'était assez fluide. Et effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir fait une ingénierie, d'avoir inventé l'eau chaude pour se rendre compte que le public était plutôt homogène, plutôt des hommes vieillissants, grands marginaux. C'était évident à voir. On revient quelques années après, et il y a tout le monde dans cette même distrib, avec les mêmes portes ouvertes et les mêmes bénévoles. Et voilà, il a fallu, par exemple, aider cette équipe de bénévoles à comprendre. On s'est rendu compte, par exemple, que 60% des personnes qui ont donné des repas avaient des problèmes de maladies chroniques. Et que nous, on était branchés à l'agroalimentaire et on réchauffait des plats dans des barquettes en plastique, plats très transformés, qui, par ailleurs, plaisaient beaucoup aux personnes. Sur la question du choix, c'était, quand on faisait les questionnaires, pas du tout la chose qui remontait en premier. On aurait bien aimé dire, ah oui, vous voyez, c'est pas bon, pour aller demander les financements, il faut maintenant arriver sur... Non, les repas, c'était très bon, des plats très transformés, très chauds, très réconfortants. Donc voilà, et là, on se dit, ok, c'est pas possible, on peut pas rester sur cette distribution alimentaire, sur cette qualité de denrées, mais il va falloir qu'on convainc les bénévoles, qui étaient très attachés aux équipes de l'agroalimentaire. Il va falloir qu'on convainc les bénéficiaires, qui aimaient beaucoup les repas. Et là, on rentre dans le vrai projet social. C'est-à-dire, le projet social, c'est pas forcément de débloquer la carte et c'est pas forcément de l'administratif. C'est comment on fait ensemble, comment on crée un univers qui permet à chacun de faire baisser déjà les taux de violence, de manger bien, de se mettre en lien avec les personnes, de prendre du plaisir, d'avoir confiance en soi, de parler à l'autre, de se reconnecter. Et effectivement, chaque projet, il a fallu faire ce travail pour s'assurer que les équipes étaient en face des personnes et qu'on répondait aux besoins des bonnes personnes. Pascal Dekopman, pourquoi c'est important de proposer une alimentation qui est respectueuse de l'environnement et du cœur, et comment est-ce que vous faites pour mettre ça en place ? Comment manier la question de la quantité qui est nécessaire et la question de la qualité qui est aussi nécessaire. Parce qu'on ne va pas aider les gens avec des plats cuisinés et des produits ultra transformés. Voilà. À long terme, ça ne marche pas. Voilà. Ça provoque... comme disait Laurence, du diabète, de l'obésité. Donc on peut pas se dire nous c'est pas grave, on met ça, c'est pas cher, on en trouve facilement. Non, on est obligé d'introduire des produits de qualité. Et la question de l'environnement, elle est intimement liée. Aujourd'hui, on parle beaucoup de filières courtes, du local, de l'impact carbone. On est concerné aussi en tant qu'association. Et puis de toute façon, on ne nous donne pas le choix. On nous dit, votre activité, elle a aussi un impact carbone. Oui, c'est vrai. On ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais encore une fois, on parle de centaines de millions de repas, de réseaux de bénévoles qui font des déplacements, beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Donc ça a aussi un impact, et il faut qu'on en tienne compte, qu'on en prenne conscience. Et il y a des choses à faire. S'intéresser à l'approvisionnement local, oui, il faut s'y intéresser. C'est pas normal de se dire, on ne s'intéresse pas à l'origine des produits. Et puis aujourd'hui, si on ne s'intéresse pas à ça, si on ne fait pas attention, il y a beaucoup de produits qui sont importés, qui viennent de loin, alors qu'on peut trouver des choses localement. Je vous pose la question à tous. Comment on fait du coup pour s'organiser ? Vous l'avez dit, on achète en partie, on récupère encore quand même aussi des dons. Comment on fait comme ça quand on n'a pas forcément la main sur ce qu'on nous donne ? Comment on fait pour équilibrer le tout ? On a la main quand on a des financements. Quand on a du potentiel financier, on en a tous pour faire des achats. Voilà, quand on fait des achats, ça dépend de nous. Voilà, on peut prioriser, on peut sourcer
et se dire, est-ce que je vais acheter, est-ce que je vais aller vers des denrées importées ou qui viennent de loin, ou est-ce que je regarde aussi localement, régionalement, s'il n'y a pas des producteurs locaux, des liens comme ça à tisser. Voilà, ça, on a la main là-dessus. Et on peut aussi, sur des subventions, auprès des subventions de l'État ou de partenaires, mettre ça en avant et dire, voilà, une partie des subventions, on peut aller vers, pareil, du local, du bio, des choses comme ça. Ça, on peut influer là-dessus. Et pour bien comprendre quelle est la part de dons et quelle est la part d'achat de manière globale? Ça dépend des réseaux, hein. Chez nous, les achats, ça représente à peine 10% de nos approvisionnements. Ensuite, on a des aides de l'État et de l'Europe qui viennent, donc ça c'est des fonds, des financements qui nous permettent d'avoir des produits qui sont soit commandés par l'État, soit commandés par les banques alimentaires, mais qui représentent encore 40%, je dirais, entre 35 et 40% selon les années. Et puis des subventions annexes, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure pour les jeunes enfants par exemple. Et puis après, c'est quand même l'approvisionnement auprès de la grande distribution, des producteurs agricoles, de l'industrie agroalimentaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même ces entreprises nous donnent le choix quand même. D'abord, on a toujours le choix de dire non à un don. Hein. Enfin, je veux dire, on ne subit pas. Et encore une fois, il y a parfois, voilà, c'est ce que disait tout à l'heure sur l'Ice Tea. Nous, on le prend parce qu'on sait que dans les épiceries sociales étudiantes, dans un mode de distribution particulier, ils sont contents d'avoir aussi un truc sympa quand ils font un apéro avec des copains. Donc voilà, c'est pas ce qu'on va leur donner en majorité, mais on leur donne le choix de choisir aussi quelques produits plaisir. Donc voilà, ça s'équilibre comme ça. Ce qui est important, je pense, c'est vraiment la relation partenariale, qu'elle soit basée sur du don ou sur de l'achat. C'est à la fois pour l'entreprise qui va nous donner de bien nous connaître, de bien connaître le fonctionnement, la manière dont on accueille les personnes. Parce qu'on a aussi un enjeu, on en parle un peu depuis le début du podcast, mais l'accompagnement social, ça passe aussi par l'utilisation des produits qu'on va donner aux gens. Donc quand on va donner des fruits et des légumes, par exemple, à des personnes qui viennent de pays où ils n'ont pas du tout l'habitude de consommer ces produits, parfois on retrouve du gaspillage en bout de ligne. Parce qu'ils les prennent, évidemment, ils vont dans un centre de distribution, on leur donne des produits, ils peuvent même les acheter à petit prix, mais s'ils ne savent pas les cuisiner, on va leur donner une fois, puis la deuxième fois, on ne leur donnera pas. Donc tout l'enjeu, c'est aussi d'accompagner les personnes. Nous, on a un programme qui s'appelle Bon Geste et Bonne Assiette, qui est fait avec les personnes en situation de précarité, vraiment conçu avec elles, et on va faire des ateliers cuisine, des ateliers autour du vocabulaire du goût, des choses qui peuvent paraître très basiques pour nous, mais qui en fait permettent encore une fois de créer du lien, et surtout de donner des produits. Parce que quand vous consommez du local et que vous avez beaucoup de poireaux, beaucoup de choux, beaucoup d'endives, et que vous le donnez à des personnes qui n'en ont jamais consommé ou très peu consommé, elles ne savent pas. Et qu'elles vont pas savoir le cuisiner, elles vont pas savoir si ça se cuisine, enfin ça se consomme cru ou cuit, etc. Donc on a aussi cet enjeu vraiment d'accompagnement et de pédagogie, sans encore une fois être stigmatisant. C'est pas tu sais ou tu ne sais pas. C'est comment on peut travailler ensemble pour que ces produits que tu vas trouver à l'aide alimentaire, tu puisses mieux les consommer. Voilà, il y a cet enjeu d'équilibre en fait entre les sources d'approvisionnement qui est important et qui est un système de vase communicant. C'est-à-dire que quand effectivement on n'a pas assez de protéines dans les dons, et comme c'est des produits qui coûtent cher, on n'en a pas beaucoup, et qu'on ait des financements pour en acheter. Justement, Marie Cougourou, dans l'épisode 4 de de cette saison d'À l'Unisson, on entend l'histoire de Maya qui arrive à l'Armée du Salut à Marseille après de grandes difficultés personnelles. Et c'est vraiment le fait de rencontrer des personnes, de tisser un lien social qui va lui permettre de sortir de la précarité alimentaire, mais aussi de se réinsérer à différents niveaux. Est-ce que son histoire, elle est représentative des personnes que vous accueillez à l'Armée du Salut ? Je ne suis pas sûre de pouvoir vous dire exactement toutes les personnes qu'on a accompagnées l'année dernière où elles en sont aujourd'hui. Mais en tous les cas, les équipes, elles s'attellent à accueillir chaque personne individuellement et à l'accueillir du mieux possible pour pouvoir comprendre ses besoins. C'est vrai qu'on ne va pas revenir sur le contexte, mais parfois on est un peu submergé par les demandes et on ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde.
Mais il y a encore de l'accueil très qualitatif, énormément de personnes engagées sur le terrain dans toutes les associations. Et Maya à Marseille, oui, elle peut représenter un grand nombre de personnes qui, soit, comme beaucoup de personnes historiquement faisaient appel aux associations et donc ont des parcours, des longs parcours parfois aussi, de rue et dans les centres d'hébergement et qui en sortent, heu et dans l'aide alimentaire également. Et aussi les nouveaux publics qui, peut-être, ouais, sont étonnés de voir des équipes, associatives, jeunes, dynamiques, qui ont des solutions, qui passent leur temps à chercher des solutions pour les personnes et qui effectivement, se saisissent de ces moments et de ces dispositifs d'aide alimentaire, vont mieux après quelques semaines, quelques mois, parce que déjà elles ont retrouvé, du lien, de la confiance en elles. Et voilà, donc Maya, on est ravis aussi que ce soit les personnes accompagnées qui puissent témoigner de ça. C'est la plus belle, récompense, hein, qu'on puisse avoir. Pascal Decopman, est-ce que les personnes qui viennent au Restos du Cœur, pour bénéficier d'une aide alimentaire, elles ont d'autres demandes d'ordre social? J'imagine que oui, mais comment vous faites pour les aiguiller? Quand on fait de l'aide alimentaire, la distribution, on va dire que c'est assez simple, basique, quoi. Remettre de l'aide, voilà, c'est pas trop compliqué, quoique, voilà, c'est une grosse organisation quand même, mais la tâche est assez simple, quoi. Après, rentrer en contact avec les personnes accueillies, avec les bénéficiaires, parler, écouter leurs difficultés, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, c'est du lien à créer, de la confiance. euh, c'est pas inné, hein, c'est pas, voilà, ça vient pas tout de suite, mais avec le temps. Et c'est pour ça que le lien entre l'aide alimentaire et l'accompagnement est intéressant, c'est que les personnes, elles viennent chaque semaine parce que l'aide alimentaire qu'on leur remet, c'est souvent vital pour elles. Donc le lien se crée comme ça. Et, et- et d'une semaine à l'autre, eh bien, on crée ce lien, ce qui permet dans le temps d'aller un peu plus loin. Voilà, où chaque personne en est, point de vue logement, point de vue emploi, euh, point de vue sur un tas de choses, culture, vacances, les enfants, comment ça se passe. On peut faire beaucoup de choses. Voilà. Après, c'est à travers ce lien qu'on peut aller plus loin que l'aide alimentaire et comprendre la situation de la personne et l'aider. Voilà. Et ça se fait aussi euh, avec, encore une fois, les bénévoles qui sont dans les centres et qui ont des compétences, des motivations. Et c'est hyper important de se baser là-dessus. On ne peut pas demander à un bénévole d'aider une personne sur le logement, par exemple, si ce n'est pas du tout son domaine. Enfin, on a des bénévoles qui vont être intéressés ou avoir des compétences, par exemple, sur l'accompagnement scolaire ou sur le numérique, voilà, l'informatique, euh, ou sur le bien-être, la coiffure. Voilà, c'est des choses comme ça, quoi. Je voulais juste te dire aussi qu'il y a un énorme travail fait avec les bénévoles en amont. Nous, on fait énormément de formation à l'écoute pour nos propres bénévoles, pour nos équipes, pour qu'elles soient en capacité aussi d'accueillir les personnes en situation de fragilité ou de précarité, qui viennent avec leurs problèmes, parfois qui viennent avec leur violence, dans des rapports parfois tendus parce que ces personnes se heurtent à plein de difficultés autres que l'aide alimentaire. Et donc, voilà, il y a un point fondamental quand même, c'est la formation de nos bénévoles, à mieux écouter, à mieux appréhender la relation à la personne accompagnée. Et ça, je pense qu'il faut aussi... effectivement, nous, on a un réseau basé sur le bénévolat en grande majorité. Les remercier, parce que c'est 7000 bénévoles qui, au quotidien, se lèvent très tôt le matin pour aller remplir nos entrepôts. Et après, c'est des milliers de bénévoles dans les associations qui font l'accueil des personnes. Donc, on a quand même cette valeur d'engagement. Je pense n'est pas encore assez valorisée aussi en France. On essaie de nous faire rentrer dans des normes administratives, voilà, des calculs d'impact. Et moi, je pense que dans l'accueil inconditionnel des personnes, aucun calcul d'impact ne pourra jamais dire ce que c'est de regarder quelqu'un et de lui offrir un café. Et voilà, ils lui tendent la main. Et donc, parfois, je suis un peu agacée par ces demandes de subventions ou d'appels à projets où il faut quantifier à la virgule près
ce qui est devenu votre boîte de conserve ou votre boîte de carottes, parce qu'on est quand même dans de l'impalpable, on est dans de l'humain. Il ne faut pas l'oublier quand même. Ça. Pour moi, c'est pas inintéressant. Je travaille depuis 6 ans dans le secteur social et avant, j'étais dans le secteur humanitaire. Je trouve ça pas inintéressant de mettre un peu d'ingénierie, de projet, notamment dans la compréhension. Et c'est ce qui nous a permis de mieux comprendre les publics, de mieux comprendre les enjeux, de mieux comprendre les enjeux liés à l'alimentation, qui est quand même une thématique passionnante parce qu'elle touche intimement 3 fois par jour chaque personne. Pas que les bénéficiaires, elle nous touche aussi nous-mêmes, mais nos équipes, nos collègues, nos parents. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à travers cette thématique. Il y a eu une idée de l'aide alimentaire qui révolue, on en a parlé aujourd'hui. On a été bousculé par des crises, je pense, pour le pire, mais aussi pour... on arrive à se saisir du meilleur, ça c'est la capacité de l'humain, je pense, de retirer aussi les bonnes leçons. Et quand même, à un moment donné, il a fallu, pour moi en tous les cas, de comprendre les équipes et comprendre le système qu'on mettait en main, les dispositifs. Et j'avais rien, à part la quantité de canettes de conserve et le nombre potentiel de passages de personnes, j'avais rien pour... On dit piloter, c'est des mots un peu de gestionnaire, désolé. Mais pour comprendre en fait ce qui se passait et pour répondre aux besoins. Et voilà, il faut juste trouver, effectivement, on parle tout le temps de mesures d'impact et la réalité, elle est qu'on cherche encore des denrées de qualité. Donc il faut quand même ramener un peu d'ingénierie pour mieux comprendre et même pour que l'État pilote mieux cette politique publique qui, pour le moment, on a de moins en moins de moyens, de plus en plus de besoins. Et on veut faire de la qualité plus. Pour terminer, Benjamin Mazure, Au Bon Transit, c'est une plateforme qui est assez récente. Vous avez grandi vite pour répondre à la demande en Seine-Saint-Denis. Quels sont vos projets à plus ou moins long terme ? Alors nous, c'est surtout pas grossir, c'est pas notre démarche, parce qu'on n'a pas cette vocation-là. Par contre, effectivement, le système qu'on a mis en place intéresse des collectivités qui veulent construire des choses dans la proximité, en complémentarité de tout ce qui existe, qui est réalisé par... les collègues des plus grands réseaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille notamment avec Montreuil, qui veut réfléchir à ce système-là, qui a déjà une coordination d'acteurs de l'alimentation. On réfléchit aussi en lien avec le PTCE du Pays de France sur Goussainville. En fait, des acteurs qui travaillent dans des logiques de coopération. En fait, nous, notre métier à nous, c'est de générer de la coopération et de se dire comment on fait ressources ensemble plutôt que de partir éclater comme ça et de se dire comment je vais m'en sortir tout seul. Du coup, nous, c'est de dire... comment la mécanique Au Bon Transit elle a pu se mettre en place, à quelles conditions, et comment elle peut être inspirante, voire elle peut outiller d'autres. Voilà, j'en ai pas parlé, mais on a mis nous tout en place une logistique décarbonée, d'abord parce que c'est le sens de ce qu'on veut porter, mais c'est surtout qu'on n'a pas le choix, on est en milieu urbain dense, on va rajouter des camions à un moment donné, on n'y arrive pas. Donc il a fallu trouver le système, et ça c'est des collègues de l'insertion par l'activité économique qui ont développé les vélos cargo avec, on accroche une palette derrière. Donc tous nos départs se font vers les associations avec des vélos cargo. En milieu urbain dense, ça peut inspirer d'autres. Voilà. Donc nous, on essaye sur des éléments très pragmatiques comme ça, dire comment on a structuré les choses pour que d'autres fassent. Et il y a des endroits, des territoires, ça ne va pas être pertinent. Il faut pouvoir le dire aux autres, c'est merveilleux ce que vous avez mis en place. Oui, mais si ça n'a pas de sens chez toi, il ne faut pas le faire. Voilà, donc on est plutôt à essayer d'être dans ces logiques de soutien à des intelligences territoriales où il y a le socle pour faire une petite coopération et que ça fait de l'émulation entre plusieurs. Si c'est juste pour monter son beau projet entrepreneurial, machin et tout, nous, c'est pas notre dynamique. Okay, merci beaucoup. Merci à tous. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 2 de À l'unisson. Merci à Laurence Champier, ex-directrice générale des banques alimentaires, à Marie Cougoureux, responsable nationale chargée de la lutte contre la précarité alimentaire à la Fondation de l'Armée du Salut. Merci à Pascal Dekopman, responsable logistique au Réseau du Cœur, et à Benjamin Mazure, directeur de l'association Appui et de la plateforme Au Bon Transit. Créée en 2020, la fondation d'entreprise Carrefour soutient chaque année près de 100 projets en France et à l'international. Elle remplit une mission d'intérêt général en faveur de l'accessibilité à une alimentation saine et durable pour les publics les plus précaires. Pour son 25e anniversaire, elle renforce son accompagnement auprès d'associations qui luttent contre la précarité alimentaire et sensibilisent aux bonnes habitudes nutritionnelles. À l'unisson est un podcast de la Fondation Carrefour produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Clara Bayot, j'ai animé et monté cet épisode. Alice Kerviel en a fait la réalisation et le mix audio sur une musique de Frédéric Fortuny. Lucas Watteau a assuré la post-production vidéo. Merci pour votre écoute.